Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix avec Philippe David. Bonsoir Philippe. Bonsoir Cécile. Et on est ravis de vous retrouver aujourd'hui, le 0826 300 300 jusqu'à 19h. Vous allez pouvoir bien entendu débattre avec nos vraies voix du jour. Au sommaire de cette émission, la Russie dénonce un discours déconnecté de la réalité au lendemain de l'allocution présidentielle d'Emmanuel Macron. La menace russe est là et elle ne connaît pas de frontières, a affirmé le chef de l'État hier soir. Alors parlons vrai. Croyez-vous à une guerre directe entre la France et la Russie? À cette question, l'inquiétude d'Emmanuel Macron sur la menace russe est, vous dites, exagérée à 95%, réaliste à 5%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Jean de Glignastis sera avec nous, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS et auteur de Géopolitique de la Russie aux éditions Erol. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. Les infractions liées au blanchiment d'argent ont augmenté de 113% en 2023 par rapport à 2022. Le maire de Montpellier, Michael Delafosse, veut pouvoir refuser les ouvertures de commerce pour lutter contre le blanchiment de l'argent, de la drogue. En région parisienne aussi, les rues entières sont dédiées au blanchiment, déplorait récemment le préfet de police de Paris. Alors parlons vrai. Pensez-vous que sans blanchiment, plus de trafic? Et à la question, lutte contre le blanchiment d'argent de la drogue, faut-il donner la main au maire pour l'ouverture des commerces? Vous dites oui à 64%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité Sébastien Cotte sera avec nous, adjoint au maire de Montpellier à la protection de la population et à la tranquillité publique. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et autour de cette table, Philippe Bilger, bonjour. Bonsoir. Mes chers amis. Bientôt, bien sûr, bienvenue, je voulais dire, voilà, vous faites ce que vous voulez après avec tous ces mots. Éric Revel est avec nous, éditorial et studio. Bonsoir Eric. Bonsoir, bonjour, bienvenue. Voilà, Bientôt. tout ce que, bientôt, voilà, c'est ça. Et Gilles Boussingaud est avec nous, journaliste média. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Gilles. Philippe. Et le 0826, qu'est-ce qu'il y a, Maxime? Ah ben on a une grande nouvelle à vous annoncer, Cécile. Parce que Philippe. vous me regardez là depuis tout à Eh l'heure. oui, qu'est-ce je que vous regarde sais avec insistance. Ça y est, le décompte est terminé. On a dépassé les 1 million d'abonnés sur YouTube. Un million sur notre chaîne YouTube. On vous remercie énormément. On est très émus parce que voilà, on sentait que ça allait arriver. Ça arrivait chez nous. Et j'avais demandé à Philippe David, je vous préviens, c'est quoi que ce soit dans Les Vraies Voix. 1 million d'auditeurs aujourd'hui nous regardent et nous écoutent sur YouTube. Alors pour nous, c'est extraordinaire. Tiens, le directeur des programmes est avec nous. Venez, Frédéric Jouve. Frédéric Jouve. Venez, monsieur Frédéric Jouve. Venez nous dire quelques mots parce que là, c'est extraordinaire. Je dirais que si on devait faire un selfie avec 1 million d'abonnés, ça nous prendra à peu près 2 mois. Oui. Et il faudrait qu'il soit sur un drone très haut. Et très haut, en tout cas, c'est formidable. Merci à l'ensemble des équipes, bien sûr, à tous nos auditeurs. Alors, très important, continuez à écouter la radio. Parce que la radio, c'est comme la télévision, c'est plutôt le cinéma, la radio, c'est plutôt le théâtre. Rien de plus vrai que la réalité et la radio au quotidien. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se passer du numérique. Et tant qu'à faire, autant avoir plus d'abonnés. Et 1 million, c'est juste énorme. Bravo à toute l'équipe, bravo à toutes les équipes d'antenne, toutes les équipes hors d'antenne et du digital. Bravo à ça, pour cet événement, c'est formidable. Merci beaucoup et bravo au web, bravo l'équipe du Bravo web, à l'équipe du web. Digital, les réalisateurs, les équipes, toutes les équipes qui sont derrière, formidable. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes très heureux. Ça va être une très belle émission au 0826 300 300 avec Julien de Viry-Châtillon qui est avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir à vous. Julien, Bonsoir, vous êtes abonné à notre chaîne YouTube? Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Il y a 2 minutes. Nous avons 1 millionième de la chaîne YouTube avec nous. Ça doit faire 4-5 ans à peu près. Voilà, c'est bien. Vous vouliez revenir sur les dérives politiques du CNRS, l'attaque du consulat. Oui, alors il y a l'attaque du consulat, il y avait Hello Kitty, et il y a tout un tas d'articles estampillés CNRS qui sont littéralement de la propagande. Et moi, je trouve un peu dommage que tout ce qui est estampillé scientifique serve à que de la propagande. On voit avec le Conseil scientifique et on voit avec le CNRS aujourd'hui que malheureusement, on mélange politique et science. Et je pense qu'il y a ces deux choses qui devraient être distinctes l'une de l'autre. On se base sur des faits et pas sur des idéaux, de la propagande et de l'idéologie, quoi. Donc c'est un peu ça qui est un peu dommage, c'est qu'on est en train de perdre vraiment ce qui faisait même le sens et la force de la France, qui était cette capacité de mettre en valeur
l'effervescence de l'intelligence française. Et ça, aujourd'hui, ce n'est plus du tout utilisé à bon escient. On fait des articles sur de la propagande, sur des tas de sujets, sur des sujets qui sont importants, mais qui n'ont rien à voir avec des choses scientifiques, et qui malheureusement détériorent la qualité de la recherche en France. Philippe Bilger. Je pourrais dire quelle étrange idée de parler de l'effervescence de l'intelligence française, alors qu'elle est présente tous les soirs en vrai bois. mais plus sérieusement, notre auditeur pose un problème très profond, le fait qu'il n'y a plus d'esprit scientifique qui soit réellement détaché de l'idéologie. Et ça, c'est un gros problème. Bon, il doit y en avoir encore, mais c'est vrai que l'affaire là des deux chercheurs du CNRS dont on a vu une photo dans le tribunal où ils étaient comme deux punks à chiens. Enfin, je sais pas si vous avez vu la. J'ai vu l'image. Vous avez vu l'image. C'est bon. Alors, ils n'avaient pas de délit de faciès, pas de délit de faciès, mais c'est vrai que c'est quand même de l'argent public le CNRS. On le répétera jamais assez. Donc on a là souvent l'impression, avec toute la vague wokiste, que la recherche scientifique, elle est très anglais politiquement maintenant. Voilà. Gilles Boussingaud. Oui, effectivement, je pense que l'indépendance, malheureusement, aujourd'hui, dans tous les domaines, se rétrécit de plus en plus. C'est une vraie peau de chagrin. Et que la politique s'insère partout, comme une nappe d'eau qui profite de la plus petite brèche pour influencer de manière les opinions. Les opinions, exactement. Absolument. Qui sont dans le vent. Merci beaucoup, Julien. Vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour. On est ravis de vous accueillir. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu et puis le réquisiteur du procureur. Les inégalités des revenus entre hommes et femmes encore plus fortes. Je deviens féministe ce soir. Je vais vous en parler hors antenne. Allez, à tout de suite. Bonjour, c'est Patrick Roger. Sud Radio. Un grand merci pour ce 1 million d'abonnés sur YouTube. Continuez de nous rejoindre et écoutez toujours Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix qui ne sont jamais les mêmes et pourtant elles reviennent tous les jours avec Philippe David, bien entendu Philippe Bilger aussi qui est le pilier quand même, sans lui tout tourne autour de lui. Bar, non, pilier pas de bar. Non, de comptoir. Je ne connais pas votre vie privée Philippe Bilger. Et bien entendu Eric Revel qui est avec nous, éditorialiste Sud Radio, et Gilles Boussingaud, journaliste média, qui fait son arrivée dans les vraies voix. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va, vous avez la pression ou pas? Un petit peu, oui, forcément, pour le début, mais je suis tellement bien entouré. Tout le monde est tellement sympathique avec moi. Il y a une promotion fulgurante. Oui, c'est vrai. D'invité à chroniqueur. Voilà, exactement. Vous ne vous rendez pas compte de la grâce mais vous la prochaine fois, c'est la direction générale adjointe de la radio. Je vous dis tout de suite. Quelqu'un qui tient la tête comme ça à Françoise Degois sur les Césars ne peut être que quelqu'un de remarquable. Ça a été un baptême du feu. C'est ça. Vous avez fait Verdun et les chemins des dames d'un coup. Là. Voilà. Allez, Félix Mathieu est avec nous. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Bonsoir. De quoi parle-t-on dans un instant? On va parler du discours d'un sénateur français qui devient viral aux États-Unis. C'est chez les opposants à Donald Trump, de Martine Aubry qui cède son fauteuil de maire de Lille à son premier adjoint. Et puis de ce chiffre atteint et dépassé allègrement sur YouTube par Sud Radio, le million, 1 million d'abonnés. En 3 mots, bouffon d'émissions et millions. Je sais pas comment on doit le prendre. Allez, Philippe Bilger. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous voulez requérir sur les inégalités salariales hommes-femmes, vous pouvez sortir votre chéquier. Des inégalités de revenus femmes-hommes encore plus fortes et qui sont aggravées en 10 ans. C'est la Cour des comptes qui le dit, et là on peut considérer que son constat est naturellement exact. Alors ça a commencé dès l'entrée sur le marché du travail, et en réalité, je suis content de voir qu'Éric m'écoute avec beaucoup d'attention. Non. Il y a plusieurs Eric ici, parce que moi j'écoute. Non, il est capable de faire 4 choses à la fois. Non, les hommes sont incapables de faire 4 choses en même temps. Et donc je termine là-dessus. Non, mais dans le micro. Dans le micro, c'est pour ça que j'ai du mal à faire les 2 choses à la fois. Vous n'entendez pas que mon poste à galène. Et donc, pourquoi cette différence scandaleuse de revenus à une époque où naturellement on souhaite l'égalité quand on est progressiste, et tout naturellement les femmes
femmes valent largement les hommes. La maternité pèse énormément dans cet écart. Il faut détruire le mythe des compétences naturelles qui ferait que très naturellement l'égalité se créerait. En réalité, c'est pas le cas. Et la Cour des comptes considère que les outils pour lutter contre cette inégalité sont trop mous. C'est le terme qu'elle utilise. Et donc, on a là quelque chose qui montre que, contrairement à ce qu'on espère depuis un certain temps, ça ne s'améliore pas dans la restauration d'une égalité entre les hommes et les femmes. Et là, c'est véritablement un combat que les féministes qui vont chercher des trucs absolument saugrenus devraient affronter. Éric Revel. Alors moi j'étais persuadé que il y avait une différence entre le salaire moyen d'une femme et celui d'un homme, mais j'étais persuadé que ça se resserrait au contraire depuis quelques années parce que les entreprises sont extrêmement surveillées. Je pense tout dépend même des entreprises, j'imagine. Alors, tout dépend des entreprises. Il y a très peu sans de doute. pénalités quand elles ne respectent pas. Voilà. Maintenant, vous avez raison, Philippe, à compétence égale, à maternité égale, il faut évidemment que les femmes aient les mêmes salaires que les hommes. Il n'y a pas, il y a pas de sujet pour moi. Ouais, mais... alors maintenant, vous dites congé maternité, c'est vrai. Il y a aussi quelque chose qui a souvent touché les femmes à une époque. C'est ce que les psys appellent le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire la difficulté qu'a une femme ou qu'avait une femme, c'est de moins en moins vrai, à affronter des collègues ou à se proposer pour une promotion parce qu'elle pense ou elle pensait ou elle a pensé qu'elle ne serait pas forcément à la hauteur. Et ça aussi, ça a joué pendant des années. Donc il faut encourager les femmes à viser des promotions avec un salaire qui croît. Ça n'arrive jamais chez les hommes, ça. Le syndrome de l'imposteur. Ça doit arriver, mais il paraît que c'est beaucoup moins vrai. Non, mais ils tentent et ils ont raison de tenter, en fait. Gilles Boussingault. Oui, moi je suis bien dans le micro. Je suis d'accord avec ce que dit Eric, effectivement. C'est pas un sujet non plus. Je pense que l'égalité entre hommes et femmes devrait être parfaite dans les entreprises. Pourquoi les discriminer sur le plan du salaire? Maintenant, il y a une chose que j'aimerais savoir, c'est cette discrimination touche quel type de poste? Parce que j'imagine quand même qu'il y a de nombreuses femmes, malgré tout, qui sont à la tête d'entreprises, qui ont des postes extrêmement importants et pour lesquels la question du salaire se pose pas. On va pas, une salaire de président ou de CEO, on va pas lui dire t'es une femme, on te paye moins que ton prédécesseur. Malgré tout, ce ne sont pas plutôt... les fonctions très spécialisées, si j'ose dire, techniques, où je serais d'ailleurs moi-même très nul. Donc, les autres... Vous avez le syndrome de l'imposteur. Voilà. Non, mais c'est une très bonne question, Gilles. Merci. Mais effectivement, après, il y a aussi des entreprises qui ont pris des mesures pour essayer de réévaluer les salaires des femmes. J'ai travaillé dans une certaine entreprise, justement, qui, elle, avait fait des efforts pour ça. Mais effectivement, c'est peut-être pas non plus le cas de toutes les entreprises. Hélas. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont bouffons, démission et millions. Donald Trump et Elon Musk, un néron et un bouffon sous kétamine. La charge du sénateur français Claude Malhuret devient virale aux États-Unis chez les opposants à la nouvelle administration. La fin d'une ère sous le beffroi de Lille. Martine Aubry annonce sa démission. Elle entend laisser sa place à une nouvelle génération. Son premier adjoint devrait lui succéder comme maire du chef-lieu nordique. Et puis c'est fait, Sud Radio vient d'atteindre et de dépasser allègrement le 1 million d'abonnés sur YouTube. Les vraies voix Sud Radio. Il n'arrête pas de dire merci depuis la leçon de politesse infligée par le président Trump et le vice-président Vance dans le bureau Oval. En réalité, Volodymyr Zelensky le disait déjà beaucoup, même avant ça. Mais bref, alors que les États-Unis se désengagent dans le soutien à son pays face à la guerre d'invasion russe, le président ukrainien a de nouveau remercié donc les 27 tout à l'heure. C'était en arrivant au sommet européen extraordinaire consacré au sujet. Je tiens à remercier tous nos dirigeants européens. Tout d'abord pour les signaux qu'ils nous envoient et pour leur soutien sans faille. Ce soutien fort et constant depuis le tout début de la guerre et tout au long de cette période, mais aussi la semaine dernière. Vous restez à nos côtés. C'est formidable de savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous le ressentons et nous le savons. Merci beaucoup pour tout. Volodymyr Zelensky à Bruxelles pendant que Moscou juge inacceptable l'idée d'un cessez-le-feu provisoire en Ukraine. En l'état, le conflit finirait par reprendre, dit en somme le Kremlin. La Russie qui juge menaçant le discours d'Emmanuel Macron et qui l'accuse, le président français, d'induire en erreur sa population. Allocution au cours de laquelle le chef de l'État évoquait hier soir la menace russe. Ce sera le grand débat des vraies voix dans quelques minutes sur Sud Radio. En tout cas, pendant ce temps, aux États-Unis, la vidéo d'un sénateur français devient virale chez les opposants à Donald Trump. Le discours de Claude Malhuret, sénateur Horizon de l'Allier. Washington est devenu la cour de Néron, un empereur incendiaire
des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. Le roi du deal est en train de montrer ce qu'est l'art du deal à plat ventre. Jamais dans l'histoire un président des États-Unis n'a capitulé devant l'ennemi. Jamais aucun n'a soutenu un agresseur contre un allié. Nous étions en guerre contre un dictateur, nous nous battons désormais contre un dictateur soutenu par un traître. Il y a 8 jours, au moment même où Trump passait la main dans le dos de Macron à la Maison-Blanche, les États-Unis votaient à l'ONU avec la Russie et la Corée du Nord contre les Européens réclamant le départ des troupes russes. Claude Maluret, sénateur Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Hier, l'extrait de 8 minutes au total a été repris et sous-titré par plusieurs comptes et podcasteurs très suivis aux États-Unis. Déjà plusieurs millions de vues en quelques heures outre-Atlantique, donc pour ce sénateur français, Claude Maluret. Le sénateur Maluret, tous les 6 mois, nous sort un discours éblouissant. On peut n'être pas d'accord, mais à chaque fois, c'est remarquable. Éric Revel ? Oui, alors... Bon, sur le fond, je pense que Maluret adresse à Musk et à Trump des vérités bien senties, mais moi j'aime pas du tout cette façon de s'adresser au président des États-Unis. Je vous le dis comme je le pense. Bon, le traité de bouffon, est-ce qu'on serait content si on traitait Emmanuel Macron de petit connard ou de Alors, bon, c'est Elon Musk le bouffon, Elon Musk et Trump est le Néron. Voilà, Néron. Bon, alors je sais pas si c'est plus valorisant, mais moi ça me gêne toujours un peu. À l'époque. Alors moi je trouve que Claude Maluret écrit très bien, vous avez raison Philippe, mais parfois, moi il me met mal à l'aise, parce que dans cette espèce de logorée, il y a aussi un Claude Maluret qui s'écoute écrire, qui sait que c'est sa patte maintenant, donc il en joue. Bon voilà, dans la situation dans laquelle on est, moi je pense qu'il fallait un peu plus de retenue de la part d'un sénateur de la République française. Gilles Boussingaud. Oui, entièrement d'accord. Je pense qu'il y a quand même de l'outrance dans les propos de Claude Maluret là, et comparer un président des États-Unis à un empereur qui est fou, qui a fini par se suicider. On dépasse la mesure là, je veux dire, de la part d'un homme politique français qui était quand même de la chambre haute. Donc, qui était quand même habitué à la réserve et au bon parler, plus qu'au franc parler. Là, on dépasse quand même la mesure. Je vois pas ce que ça apporte au débat. Très honnêtement, je ne comprends pas. Sinon qu'il pousse au noir quelque chose qu'on éprouve tous, Gilles. Oui. Je veux dire, simplement, comme le dit Éric, c'est pas le registre sénatorial. Oui, c'est ça. Allez, le deuxième mot, démission, celle de la mairie de Lille, Martine Aubry. L'ancienne ministre des 35 heures et de la couverture maladie universelle avait succédé en 2001 à Pierre Mauroy comme maire de Lille. Règne municipal au cours duquel elle fut aussi première secrétaire nationale du PS de 2008 à 2012. Martine Aubry laisse donc la place à son premier adjoint. Arnaud Delande devrait devenir maire de Lille dans un peu plus de 2 semaines au cours d'un conseil municipal extraordinaire le 21 mars. Un retrait de la mairie, mais pas de la vie politique, assure Martine Aubry en annonçant la nouvelle. Je suis élue à Lille depuis 30 ans. Je suis maire depuis 24 ans, ça ne vous a pas échappé. Notamment certains qui... Il serait temps qu'elle dégage. Bon, oui. Mais j'ai encore de l'énergie, comme vous, et des idées pour Lille. Mais c'est vrai que le temps est venu de passer la main à une nouvelle génération. Et je le fais vraiment avec une très grande sérénité. Et j'allais presque dire avec un vrai bonheur, même si le cœur est pincé, bien évidemment. Et maintenant qu'elle ne sera plus maire, Martine Aubry a bien l'intention de continuer à s'exprimer, voire peut-être même encore plus, dit-elle, sur le plan national et international. Ah, des velléités autres que... Oui, on n'arrive jamais à quitter véritablement une fonction de pouvoir, mais c'est bien qu'elle décide de partir, de mon point de vue. Pareil pour vous, à un an des municipales pour passer le témoin. Oui, bon, ça c'est des grands classiques. Quand vous voulez donner une chance à votre successeur d'être réélu, il vaut mieux lui donner le bâton en plein conseil municipal que... Bon, maintenant j'ai du mal à mesurer le bilan de Martine Aubry à Lille. J'avoue que je suis incompétent. Mais pour moi, Martine Aubry restera celle qui avait inventé les emplois jeunes. Vous vous souvenez des emplois jeunes avec des définitions de profil tout à fait surprenantes, puisque moi ici je fais partie de ces emplois jeunes, puisque je suis agent d'ambiance, vous savez. Oui. Donc moi je mets l'ambiance. Elle avait créé des jobs, soi-disant ça permettait aux jeunes de s'insérer mieux dans l'entreprise. Bon, agent d'ambiance. Bon, je suis encore là. Gilles Boussingaud. Oui, je pense que c'est une bonne chose aussi qu'elle ait décidé de partir. Faut croire que les Lillois l'aimaient bien parce qu'elle a été élue 4 fois quand même, ce qui n'est pas rien. Bien sûr. C'est un beau parcours. Et puis effectivement, elle conclut bien en disant qu'elle reste la voie ouverte et que peut-être qu'elle a d'autres ambitions. Malentendu, pourquoi pas. Exactement. National ou international. Allez, troisième mot, million. Il y a chaîne YouTube de Sud Radio vient de franchir ce cap. Il était 15h48 tout à l'heure à l'antenne. Il y avait Brigitte Lahaye et hors antenne au pôle web de Sud Radio. Un décompte sur l'écran a soudain franchi le seuil.
Oui, c'est pas l'extrait du film Les Trois Frères, hein, c'est pas non plus une vidéo de fin de soirée comme le suggérait notre journaliste stagiaire Nelly. Non, c'est bien l'instant du million d'abonnés YouTube de Sud Radio, instant immortalisé par Aurore Cachia qui chapeaute l'équipe des journalistes web et on les salue d'ailleurs au passage. Allez, bravo les amis. Bravo les amis, bravo pour le million. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous. C'est bon, merci beaucoup et avec Revel. Oui, c'est ça. Vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat du jour, la Russie qui juge Emmanuel Macron déconnecté de la réalité après son avertissement sur la menace russe. Alors parlons vrai. Croyez-vous à une guerre directe entre la France et la Russie? À cette question, l'inquiétude d'Emmanuel Macron sur la menace russe est, vous dites, à 95% exagéré, à 5% réaliste. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Jean de Glignasti est avec nous, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS et auteur de géopolitique de la Russie aux éditions Erol. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que, comme dit le ministre des Affaires étrangères, les propos de Macron sont une menace contre la Russie? Pas vraiment. Ça ne se voulait pas une menace contre la Russie. Ça se voulait un positionnement dans la négociation avec l'Ukraine et dans la guerre en Ukraine. Mais pas une menace directe. Simplement, c'est l'intérêt des Russes de le prendre comme tel. On en parle dans un instant. Soyez le bienvenu. Et vous aussi, le 0826 300 300. On revient dans un instant. Au revoir. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous accueillir comme tous les jours. Philippe Bilger est avec nous, Éric Revel, Gilles Boussingaud aussi, et vous 0826 avec 0826 300 300. Et avec Philippe David, bien entendu, on vous attend pour débattre déjà tout de suite le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Françaises, Français, mes chers compatriotes. La France a peur. Nous sommes en guerre. L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou. Et l'innocente des 30 dernières années est désormais révolue. Notre Europe possède la force économique, la puissance et les talents. La patrie a besoin de vous, de votre engagement. Nous sommes en guerre. Et la Russie dénonce un discours déconnecté de la réalité au lendemain de l'allocution présidentielle d'Emmanuel Macron. La menace russe est là et elle ne connaît pas de frontières, a affirmé le chef de l'État hier soir. Alors parlons vrai, Macron joue-t-il avec les peurs ou est-il visionnaire? Et à cette question, l'inquiétude d'Emmanuel Macron sur la menace russe est, vous dites, à 95% exagérée, à 5% réaliste. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Jean de Glignasti, est avec nous, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS et auteur de géopolitique de la Russie aux éditions Erol. Merci d'être avec nous, monsieur l'ambassadeur. J'ai trouvé le discours du président de la République hier soir constant, cohérent. C'est quelque chose qu'il a toujours pensé et il me semble avoir rappelé des évidences tout de même au regard des coupables et des innocents. Alors j'ai entendu dire que beaucoup lui reprochaient une forme de dramatisation pour laisser croire en quelque sorte que la guerre de la part de la Russie pourrait venir à nos frontières. C'est excessif, c'est évident, mais je me demande, et tout à l'heure monsieur l'ambassadeur répondra, si en réalité il n'a pas perçu, le président, qui a une forme de lassitude française, nationale, qui commence à s'installer en France à l'égard de cette guerre un peu atypique et de l'espérance de paix aussi odieuse qu'elle puisse apparaître, puisqu'elle risque d'être totalement russe, qui va survenir. Je me demande s'il n'a pas voulu nous créer un courage, parce qu'ils sont le courage collectif des faits. Éric Revel. Alors, que la Russie soit une menace, bon, je ne suis pas un spécialiste, alors j'ai du mal à mesurer tout cela. Je note quand même que depuis 3 ans de guerre, l'armée russe a quand même beaucoup de mal à progresser en Ukraine. Bon, alors de là, dans une sorte de blitzkrieg, à la voir marcher sur la Pologne, les pays baltes, j'ai quelques doutes, mais
Ce qui me semble quand même, on pourra être d'accord là-dessus, au moins Philippe, j'espère, c'est que, alors, dramatisation, oui, les Français, il commence par dire que les Français sont inquiets, il en rajoute 3 louches, bon, mais il faut quand même noter une chose, c'est que le président de la République, comme l'écrit avec justesse Jean-Marie Roire dans le Figaro, l'académicien, romancier, a brûlé tous ses vaisseaux sur la scène nationale. Donc le seul endroit où il peut encore peser, être au centre du jeu, c'est la scène internationale. Donc le seul vaisseau qui lui reste, c'est de dire « je suis le protecteur du pays, je suis le chef des armées, le chef de l'État, et la menace est donc russe ». Et donc il essaie de se repositionner au centre du jeu européen en jouant une partition difficile à mon avis de médiateur entre Zelensky et Donald Trump. Je rappelle que 2 jours après avoir vu Donald Trump à Washington, où tout s'était à peu près bien passé, quand on a évidemment en mémoire ce qui s'est passé pour Zelensky dans le bureau ovale, Trump il a annoncé 25% de droits de douane en plus sur l'Europe. Bon, je veux dire, c'est pas Emmanuel Macron qui l'a impressionné. Donc moi j'ai du mal à trancher, mais monsieur l'ambassadeur évidemment est un expert et notamment de la Russie, s'il y a une dramatisation et ou un repositionnement pour quelqu'un qui n'a plus rien à faire sur la scène nationale et qui veut jouer un rôle sur la scène internationale en mobilisant et en prenant à témoin les Français. Gilles Boussingault. Alors moi, il m'apparaît que le fait d'Emmanuel Macron d'avoir tenu un discours permet également de repositionner le problème qu'il a avec le Sud, de le repositionner vers l'Est. Donc déjà pendant ce temps-là, les gens ne pensent plus à certaines alertes que Bruno Retailleau n'arrête pas de compiler dans les médias. Et il y a une chose quand même qui m'a frappé malgré tout, c'est que Emmanuel Macron rappelle que l'arme nucléaire appartient à la décision du président de la République. Pourquoi aller aussi loin? Ça me paraît quand même incroyable. D'abord, quel intérêt aurait la Russie à envahir véritablement les pays européens? Mais agiter l'arme nucléaire comme ça en rappelant qu'il en est le maître, waouh, ça me paraît fou quand même d'aller jusque-là. Il répond à Marine Le Pen. Oui, mais d'accord. C'est ce qu'il dit, Sergei Lavrov dit sur la dissuasion nucléaire sont une menace pour la Russie. Mais moi là j'y vois une logique, alors peut-être que l'ambassadeur pourra nous éclairer, là j'y vois une logique de la part de Emmanuel Macron dans sa démarche fédéraliste, c'est que si l'OTAN n'est plus protecteur pour l'Europe, bien que Donald Trump ait rappelé qu'il était attaché à l'article 5 de l'OTAN. Tout pays agressé voit les autres pays membres de l'OTAN lui venir en secours. D'une certaine manière, en disant « je suis le maître et j'appuierai sur le bouton mais je propose une sorte d'article 5 en mettant à disposition le nucléaire français, qui est le seul indépendant. Les Anglais ont besoin des Américains pour lancer un nucléaire. Donc peut-être que c'est une sorte d'article 5 d'une Europe de la défense qu'il est en train de mettre en place sous nos yeux. Jean de Glignasti, vous avez été ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS, vous êtes auteur de Géopolitique de la Russie, publié aux éditions Erol. Comme le disait Éric Revel, est-ce que parler d'armes nucléaires, alors qu'on en a à peu près 300 face aux Russes qui en ont 6000, c'est pas un peu aller un peu vite en besogne? La dissuasion nucléaire, moins on en parle, mieux ça vaut. C'est-à-dire, il faut toujours faire régner une sorte de flou stratégique sur ce qu'on considère comme ses intérêts vitaux. On ne peut pas aller au-delà. Au-delà, ça devient aléatoire. Tout le monde sait, d'ailleurs le président de la République l'a précisé lui-même, ou fait préciser, c'est que il est le seul à appuyer sur le bouton. Pour appuyer sur le bouton, il faut un pouvoir politique fort, il faut un président doté des pouvoirs de le faire par la Constitution, et il faut un appareil institutionnel unitaire. L'Europe ne se prête pas à cela. Donc la seule question qui peut se poser, elle a été posée d'ailleurs dès le général de Gaulle, dès la création de l'arme nucléaire, c'est ce qu'on considère comme intérêts vitaux. Et ceci, la France, dès le début, a dit, nos intérêts vitaux, c'est pas uniquement le territoire français. Mais sorti de cette ambiguïté, je ne pense pas qu'on puisse aller très loin. Le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300. Direction un département qui vous est cher, Cécile, l'Eure-et-Loire. Bonsoir Marie-Christine. Puisque vous êtes née à Chartres. Bonsoir. Alors, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes abonné à la chaîne YouTube là, qui a passé le 1 million d'abonnés? Alors
Non, je suis sur la radio normale. Eh ben, on va raccrocher. Vous allez vous abonner et vous allez revenir. Vieille, alors les YouTube, tout ça, c'est pas forcément. Allez-y, Marie-Christine. Facile pour moi. Allez, on vous écoute. Félicitations, hein, félicitations. Oui, ce que je voulais dire, c'est que hier soir, effectivement, j'ai entendu notre président. J'étais absolument effarée, scandalisée. C'est complètement irresponsable ce qu'il a dit. Ce n'est ni Monsieur Trump ni Monsieur Poutine qui me font peur, qui parlent tous les deux de paix. Après, on verra dans quelles conditions. Mais et lui se met à parler de guerre, mais c'est complètement lunaire. Et c'est lui qui me fait peur. C'est lui qui est dangereux. Philippe Bilger. Alors, Marie-Christine, merci. Restez avec nous. Philippe Bilger. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous comprenez, quand on n'est pas un spécialiste comme vous de la géopolitique, qu'on puisse être simplement indigné sur le plan moral par ce renversement d'alliance, par cette manière dont on félicite les coupables et dont on traite mal les innocents? Est-ce que vous me jugez naïf, peut-être ? Ou est-ce que c'est acceptable de raisonner en termes éthiques, même dans la vie internationale? Quand on connaît l'histoire, on est un peu blindé contre ce genre de choses. De Gaulle disait les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. C'est le cas des États-Unis. On a l'expérience de 1920 où, après avoir remodelé un ordre européen à leur image, fondé sur l'autonomie des peuples, le droit à l'autodétermination, les droits de l'homme, etc., finalement, les Américains n'ont pas ratifié le traité de Versailles et sont sortis de la Société des Nations. Donc on sait très bien que et alors, on pourrait citer l'exemple du gouvernement afghan qu'on a laissé tomber en race campagne, gouvernement démocratique, ou en tout cas qu'on essayait de rendre démocratique, du gouvernement vietnamien que les États-Unis ont laissé tomber. Donc, malheureusement, cette affaire ne se résume pas à une question morale, mais ce que se résume à l'analyse des intérêts tels que les États-Unis ou d'autres pays les évaluent. Et effectivement, l'aspect moral joue à terme. Tout le monde dira, bon, c'est pas bien, etc. Et ça peut jouer dans les mentalités, notamment dans les démocraties où l'opinion a du poids. Mais dans l'immédiat, je crains qu'il ne faille pas être surpris par ce genre d'attitude. Mais avant de retourner au 0826 300 300 pour revenir sur ce que disait Marie-Christine, parler de guerre quand on a une armée qui est à l'os, moi ça me rappelle 2 fois où on a déclaré les guerres à des gens qui nous avaient pourtant agressés ou agressé nos alliés. 1870, ce qui allait devenir l'Allemagne, 1940, et on déclenche des guerres alors qu'on n'est pas prêt à les faire et on se fait plier en quelques semaines. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans cette situation, Jean de Glignasti ? Mais c'est une remarque très judicieuse. Il ne manque pas un bouton de guêtre à l'armée française, comme disait le général, le commandant les forces françaises, j'ai oublié son nom, en 1870. Donc, nous n'avons pas les moyens. C'était pas Bourbaki même d'envoyer une force de garantie suffisante pour l'Ukraine. L'armée de terre en France représente moins de 90 000 hommes. Et alors Zelensky avait demandé 200 000 hommes, maintenant on parle plutôt de 50 000, mais même 50 000, à elles seules, la France et l'Angleterre, qui a accepté aussi d'envoyer des soldats pour garantir la sécurité de l'Ukraine, ne peuvent pas les fournir. Alors en plus, il y aura peut-être des contingents de micro-pays comme l'Estonie ou d'autres. Donc notre armée, elle a besoin de temps pour se renforcer. Et sur ce plan-là, au moins, le discours du président amorce une sorte de mobilisation pour la défense nationale. Et j'ai assez apprécié ce que vous avez dit au début sur cette volonté de mobilisation morale. Et ça, je crois que c'est une bonne chose. D'autres le sont moins. On retourne au 0826 300 300, notre auditeur du jour. Bonsoir Julien. Bonsoir à toute l'équipe. Eh bien, on vous écoute. Bonsoir, et Jean de Glignasti vous écoute. Eh ben, écoutez, moi je pense qu'effectivement le sceptre est très 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 exagéré, dans le sens où ce qu'on oublie de dire, c'est que si la Russie devait nous envahir, ce
qui est pour l'instant le cas de l'Ukraine, c'est qu'en fait, on le voit maintenant que c'est vraiment des minerais qui sont très précieux, qui résident littéralement en Ukraine. On disait le grenier à grains. Donc oui, il y avait un intérêt stratégique à protéger la zone du Donbass et compagnie, puisque effectivement déjà ça permettait de mettre fin à une guerre civile qui dirait depuis 10 ans, mais ça me permet aussi surtout de préserver une partie des matières premières qui sont capitales. Or, j'aimerais bien qu'on nous dise ce qu'on a comme matières premières capitales qui justifierait à la Russie de venir jusque chez nous en France pour venir nous envahir. Il n'y a aucun intérêt, ça serait de l'argent gâché par les fenêtres. Et je pense que Poutine est bien trop pragmatique pour s'amuser à cramer de l'argent comme ça, inutilement. On a Philippe Bilger quand même, nous. Hein, un vrai il n'y a pas de souci. Hein. Tout le monde veut nous le piquer, hein, Bilger. Là, oui, mais on ne paierait pas de rançon. D'ailleurs, on dit un lingot de Bilger. Jean de Glignasti, pour répondre à Julien de Viry-Châtillon. Je crains de n'avoir pas tout entendu, mais je vais essayer de dire, je ne crois absolument pas que la Russie, dont la toute-puissante armée est un mal fou, a percé en Ukraine et a perdu en fait l'Ukraine dans les premières semaines de la guerre en février 2022, puisse envoyer des chars même à Berlin ou à Paris. Je ne crois pas du tout. Hein. Je pense que c'est l'ambiguïté qui règne là-dessus et même contre-productive. En revanche, bien sûr, tout ce qui est cyberguerre, tout ce qui est lutte d'agents secrets, tout ça, ça existe. Et donc, les Russes qui nous considèrent comme les premiers alliés des Ukrainiens ne se gênent pas. On l'a vu récemment avec le drone et tout cela. Mais il y a une chose quand même que je voulais noter, c'est que la France a l'espoir et a proposé ses services pour participer aux négociations de paix à partir des garanties de sécurité que la France est capable de donner à l'Ukraine. Et donc, ces garanties de sécurité, c'est notre ticket d'entrée dans la négociation qui a déjà commencé en tête-à-tête entre les Russes, enfin tête-à-tête entre les délégations russes et les délégations américaines, auxquelles à un moment ou un autre les Ukrainiens seront associés avec une marge de manœuvre limitée et auxquels, pour l'instant, les Européens, et en tout cas la France, ne sont pas associés et je ne vois pas de projet de l'aide. Donc le ticket d'entrée, c'est les garanties de sécurité. Or, les garanties de sécurité, dans tout accord de paix, il faut qu'elles soient acceptées par les deux parties. Et donc, je trouve que même si on sait très bien que les Russes nous harcèlent, nous embêtent, etc., mais mettre l'accent là-dessus trop fort, c'est en fait inciter les Russes, qui n'ont pas manqué d'ailleurs de réagir en ce sens, à mettre un veto total à la participation des Français aux garanties de sécurité. Et donc en fait, par cette déclaration un petit peu trop agressive, je crains que le président n'ait oblitéré nos chances de participer aux garanties de sécurité et de ce fait à la négociation. Un mot, Éric Revel, Monsieur l'ambassadeur, le changement de pied, de ton plus que notable de Donald Trump sur la couverture sécuritaire américaine via le traité de l'Alliance Atlantique Nord, pour vous c'est une façon comme d'habitude pour Trump de dealer autre chose, peut-être 5% dans les budgets militaires européens et donc plus d'achats de matériel, donc c'est du business ou c'est vraiment un changement diplomatique majeur, c'est-à-dire que là il ne joue plus aux échecs, il a renversé l'échiquier? C'est un changement diplomatique majeur. Je ne suis pas de ceux qui considèrent que Trump est un personnage fantasque, erratique, psychiatrique d'une certaine façon, comme certains disent, pas du tout. Je pense qu'il y a une vraie cohérence dans son approche, elle est double. Il y a une cohérence business, et la Russie est un marché intéressant, formidable, avec des ressources rares, les métaux rares, un marché de l'automobile en plein développement, donc en plus un marché pour les Boeing, enfin, donc la Russie est un marché intéressant pour les États-Unis, donc business. Je rappelle au passage que les États-Unis ont créé une petite cellule à Moscou qui surveille le départ des entreprises européennes pour éviter que ce soit les Chinois qui prennent leur place
et pour éventuellement, si c'est possible, prendre leur place. Donc approche business, si j'ose dire. Et deuxième approche, et une vraie approche stratégique cette fois-ci, c'est ce que je pourrais appeler une approche kissingerienne, c'est-à-dire essayer de mettre un petit coin, il n'a pas beaucoup d'illusions là-dessus, dans les relations entre la Chine et la Russie, mais surtout être le sommet du triangle Washington, Moscou, Pékin, c'est-à-dire être plus proche de Moscou que Pékin ne l'est, et être plus proche de Pékin que Moscou ne l'est, et donc être le maître du jeu selon la vieille recette de Kissinger. Donc je vois une cohérence, un changement d'approche générale, le refus de laisser la Russie se rapprocher trop de la Chine, et donc une stratégie qui a changé, mais qui pour les États-Unis a une très grande cohérence, une très grande rationalité. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Jean de Glignastil était avec nous, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS et auteur de Géopolitique, décidément de la Russie aux éditions Erol. Allez, vous restez avec nous dans un instant avec Julien. Le qui c'est qui l'a dit. À un moment donné, on peut se détendre aussi dans les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h. C'est Jean-Jacques Bourdin. Sud Radio. Vous êtes 1 million d'abonnés sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci pour ce succès. Et votre fidélité, bien sûr. Continuez à nous écouter, notamment grâce à l'appli Sud Radio sur vos téléphones. Sud Radio. Parlons vrai. Chez Biocop, Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Une classe bien dissipée, je le sens dans ce qui c'est qui l'a dit dans un instant, avec autour de cette table Gilles Boussingaud qui est avec nous, Éric Revel, Philippe Bilger et vous au 0826 300 300, et ça tombe bien, ce numéro c'est Julien. Julien ? Bonjour. Rebonjour. Julien, vous bonjour, savez qu'on ne peut pas jouer à ce jeu sans que vous ayez lancé le jingle. Bien sûr. Donc, pour se préparer à la guerre qui gronde, voici un avant-goût avec le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et j'adore Julien. C'est excellent. Question qui c'est qui l'a dit, 3 points sur la guerre en Ukraine. La ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous. Julien. Emmanuel Macron ? Non. Barrot. Bonne réponse. Jean-Noël Barrot. Ministre de l'Europe. Oui, mais après. Qui c'est qui l'a dit ? Il le dira demain, je crois, c'est ça. Donc il a 3 points pour demain déjà. Voilà, c'est ça. Qui c'est qui l'a dit, Julien, sur l'allocution d'Emmanuel Macron ? J'ai trouvé le discours inutilement, excessivement inquiétant. Tout le monde, mais là... Non. C'est un président de région. Oui. Hervé Morin. Bonne réponse, Hervé Morin. Qu'est-ce que tu dis ? Ne faites pas des tremblements dans mon Si vous pouvez éviter de taper comme ça sur le studio, ça va avoir un studio cassé dans pas longtemps. Je vais taper là. Question qui c'est qui l'a dit ? C'est plus la peine de jouer là. Les États-Unis ne sont plus nos alliés, ils sont plus notre partenaire. On doit donc proposer une autre issue. Julien. Je dirais dans le camp présidentiel, mais alors là... non, pas du tout. Non, Pas du tout. Si je vous dis la poule ? La poule, le coq, coquerelle. Bonne réponse de Philippe Bilger. J'ai mis du temps à comprendre. Et les autres se retrouvent comme des canards. Voilà. Qui c'est qui l'a dit, Julien ? Aujourd'hui, nous sommes asphyxiés par 40 ans de politique néolibérale et menacés par la vague brune. Nous devons raviver l'esprit public, une économie de la mise en commun. Julien. C'est Sandrine Rousseau. Non. C'est une Manon Aubry. Non. C'est le même parti. Ouais. Guettet. Non, c'est plus tout à fait le même parti. Non, c'est pas les sorciers. Autain. Bonne réponse, Autain. Ah bah elle était l'invitée de Clémentine Autain. ce matin. Exactement, ce matin. Ne troublez pas ma bonne réponse. C'était à 3 points ça ? Ah oui, mais tous sont à 3 points maintenant. Tout est à 3 points. 4 peut-être. J'avais pas dit Autain ? Non. Je pensais à elle en plus. Non, ouais, mais ça vous va bien Autain, c'est dommage. Question qui c'est qui l'a dit ? Le service militaire tel qu'on l'a connu n'aurait aucun intérêt militaire. Julien. Je pense à
Ruffin, non? Non. Le Cornu. Bonne réponse de Philippe Bilger. Là, il y a un truc qui se passe. Ouais. Ben, a priori, militaire. Vous avez dit Edith Piaf au début. Qui c'est qui l'a dit? Je ne regrette rien en ce qui me concerne. Qui c'est qui l'a dit? Vous ne pouvez pas dire le mardi qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine et le mercredi dire mais par contre, pas de problème, on va revenir à la retraite à 60 ans et travailler moins. Julien. C'est un ministre. Délégué. Éric Lombard? Non. Vautrin? Non. Délégué. Délégué. Marc Ferracci? Non. Chargé de l'Europe. Ah ben, bonne réponse, Benjamin Haddad. Non. Je l'ai dit avant. Non, vous l'avez pas dit, vous l'avez pas dit du tout. Non, il l'a pensé, ça vaut 3 points. Il y a vraiment du favoritisme. Bah non, vous êtes revenu du diable vous ouvert, 9-9. 9-9. Gilles Boussingault a fait ses classes, il a regardé. Quant à Julien, il l'a bien observé, on peut le dire. Voilà, comme c'est ça. Il a fait tout, il s'est donné quand même. Il s'est passé. Je vous rassure, rien de grave, hein, Gilles. Moi, la première fois, c'est pas que j'avais 0, j'étais négatif. Je disais comme ils m'ont levé des points. Donc je suis à chaque fois surpris par le score. Julien. Je ne comprends pas comment je réponds le plus et que je suis parfois à égalité. Alors, si vous pensez que vous répondez quand vous répondez pas, j'ai des très bons psys, je vais vous donner l'adresse. Non. Je crois que je vais vous finir par vraiment vous mettre au coin, Philippe David. Ah oui, oh oui. Il n'y a pas une question pour nous départager, non? Non, il n'y a pas une question. Pas question pour un champion. Un truc plus? Non. Quel est le plus... Faites-moi un très beau compliment. Allez-y. Un très beau compliment pour personnellement. Oui. Vous êtes radieuse. Philippe Bilger. Bon, d'accord. Bon, c'est vous qui avez gagné. Allez, à tout de suite. Mais moi, j'ai retenu. C'est Brigitte Lahaye. Sud Radio. Grâce à vous, nous sommes 1 million sur YouTube. Écoutez, franchement, bravo et merci à tous d'être à l'écoute de Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. 1 million de merci à vous. Toutes les ondes dansent comme des fous. C'est votre chaîne, c'est notre moment. Sud Radio brûle intensément. On vous souhaite la bienvenue. C'est notre réalisateur, Maxime, qui a créé une chanson avec l'intelligence artificielle. Ça peut être un pub, ça. Pour célébrer 1 million d'abonnés sur notre chaîne YouTube. Et on vous remercie encore sincèrement de votre fidélité et de nous suivre régulièrement aussi. C'est un honneur pour nous, en tout cas, de vous compter parmi nos auditeurs. Autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous, Éric Revel, Gilles Boussingault, journaliste média, et vous au 0826 300 300. Oui, chef. Chef. Et ce numéro que vous utilisez pour nous laisser des messages, on les écoute. Oui, bonjour, je suis Denis de Dordogne. Voilà, les grands discours de Macron, ça continue. Il faut quand même se rappeler qu'il a viré son chef d'état-major, le général De Villiers, parce que De Villiers disait qu'il fallait s'occuper de l'armée. Et comme Macron, c'est toujours des gestions à la petite semaine. On a fermé Fessenheim, maintenant il veut remettre le nucléaire, enfin bref, c'est toujours pareil. Il n'a aucune projection d'avenir, c'est toujours des gestions minables. Voilà, bonne journée. Bon bah, comme ça, il est rhabillé pour l'hiver. Virer le général De Villiers parce qu'il demandait plus d'argent pour l'armée en disant maintenant il faut beaucoup d'argent pour l'armée parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pendant des années et fermer Fessenheim pour après dire il faut des centrales nucléaires, c'est vrai, c'est quand même un peu... Oui, mais n'empêche qu'après il a fait ce qu'il fallait. Mais excusez-moi, gouverner c'est prévoir. Oui, mais on ne peut pas parler uniquement du général De Villiers et Denis, je trouve, est un peu dur, mais après tout, il est rare d'entendre des auditeurs ici qui sont satisfaits du président. Éric Revel. Oui, moi j'ai fait un tweet hier sur l'affaire Pierre De Villiers. Non, mais j'ai fait un tweet parce que effectivement j'ai pensé immédiatement à ce qui s'était passé lorsque le chef d'état-major des armées françaises, le général Pierre De Villiers, avait... Alors, c'était pas public devant une commission, non, c'était devant la commission de l'Assemblée nationale. Il avait expliqué, je crois que le président voulait couper 800 millions d'euros et qu'il pouvait pas faire ça. Voilà, et il a dit non, c'est pas possible. Et le chef des armées, le tout jeune Emmanuel Macron, l'a mal pris.
Et pardonnez-moi, mais Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées françaises, moi je l'aurais traité un tout petit peu différemment. Un tout petit peu différemment, si vous voulez. Parce que la façon dont il est parti à Ballard, vous vous souvenez, sous une haie d'honneur. Ce qui ne se fait jamais chez les militaires. Exactement. Bon, voilà, tout était dit. Bon, alors depuis, oui, il a augmenté les budgets de la défense. Je suis d'accord. Mais il paraît qu'il faut le doubler maintenant. On est à 50 milliards, il faut passer à 100 milliards. Oui. Gilles Boussago. Oui, c'est trop tard, mais quand on a justement la chance de compter dans les rangs de l'armée un homme de la valeur du général de Villiers, effectivement, on le traite avec un peu plus d'égard. Parce qu'après, venir augmenter à nouveau les crédits militaires, je ne sais pas, mais effectivement, comme tu le disais, Philippe, gouverner, c'est prévoir. On prévoit, ouais. On perd de crédibilité. Merci en tout cas, Denis de Dordogne. Vous restez avec nous dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Et qu'est-ce qu'il dit, le coup de gueule de Philippe David ? Ça va être un coup de cœur aujourd'hui pour notre million d'auditeurs et pour Sud Radio. Très bien, voilà, encore de la gentillesse. C'est bien, on aime bien. Vous êtes contagieuse. C'est pour ça. Vous êtes radieuse. Vous contagiez les gens. Vous contaminez les gens. Oui, vous êtes radieuse. Vous contaminez les gens avec. Excusez-moi. Le qui c'est qui l'a dit, c'est fini. J'ai gagné, donc. Non, mais c'est fini. Vous n'avez pas besoin. On ne peut même pas regagner un peu de points. Est-ce qu'on peut me les changer là ? Merci beaucoup. Allez, à tout de suite. Sud Radio. C'est André Berkoff qui est très heureux, comme tout le monde, de savoir que vous êtes 1 million à nous suivre sur YouTube. Et puis, venez nous écouter. Berkoff dans tous ses états, tous les jours, de midi à 14h, du lundi au jeudi. Et demain, vous serez 2 millions. Et nous serons encore plus heureux. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h, comme tous les jours du lundi au vendredi, avec Philippe Bilger, Éric Revel et Gilles Boussingaud, journalistes, et vous au 0826 300 300. En attendant, c'est le coup de cœur, cette fois-ci, de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Exceptionnellement, je ne vais pas remettre le clocher au milieu du village, mais plutôt le champagne au milieu du studio, puisque c'est cet après-midi que la chaîne YouTube de Sud Radio a passé le million d'abonnés. Vous êtes donc désormais un peu plus d'1 million à nous suivre en direct ou en différé dans ce qu'il faut bien appeler la famille Sud Radio. Car Sud Radio, c'est une famille et même une grande famille avec, nous nous en rendons compte à chaque délocalisation, comme la semaine dernière au Salon de l'Agriculture, de plus en plus d'auditeurs viennent nous voir pour nous parler de ce qui est leur radio, votre radio. Et votre fidélité au poste nous fait chaud au cœur du matin au soir, en semaine et le week-end, que vous écoutiez nos émissions de débat, nos émissions de rugby, nos émissions thématiques ou évidemment les vraies voix. Des vraies voix qu'avec Cécile nous avons le bonheur d'animer chaque soir, elle qui continue à travailler malgré son âge, que nous avons dévoilé hier dans les vraies voix responsables, 78 ans. Ne vous inquiétez pas, personne n'envisage de passer l'âge de la retraite à cet âge-là. Avec bien évidemment Philippe Bilger, qui même pendant ses vacances ne quitte jamais l'écoute de Sud Radio, la fréquence au Cap d'Agde étant le 104.9. Éric Revel. Il a une pensée dépouillée. Éric Revel, que vous retrouvez du matin au soir sur nos antennes pour souvent nous parler d'économie, ce qui est mieux que d'envisager de nous les piquer. Et enfin, le petit nouveau du jour, Gilles Boussingaud, qui officia comme journaliste culture et qui doit se dire qu'en arrivant dans l'équipe des vraies voix le jour du millionième abonné YouTube, il devient un peu le Jean-Claude Duss qui aurait réussi de l'émission en arrivant à conclure le jour de sa première. Et bien évidemment toute l'équipe, Félix Mathieu, pour qui ces 3 mots dans l'actu du jour sont millions abonnés et YouTube, notre stagiaire Nelly, qui en a plus appris depuis le début de son stage en janvier qu'un étudiant en fac de médecine pendant toutes ses études, et bien évidemment Maxime, le Mozart des jingles, Aude, dont la voix suave accueille vos appels, et les Dupont-Ntamak du web, Aurore et Justine. Alors merci à vous tous, et on vous dit, on vous le répète, on vous aime. Bravo. Et vous êtes trompé sur moi, c'est 88. C'est pas 78 ans. Mais moi, je mets jamais la TVA. C'est ça. Il est bien ce Philippe David, on va le garder. Oui. On réfléchissait avec Philippe Bilger, finalement on va vous garder, Philippe. Et on pouvait craindre le pire quand Gilles... France Culture, mais il est super tout de même. Écoute, merci. Mais d'ailleurs, je me disais, tu me faisais remarquer, Philippe, vous me faisiez remarquer tout à l'heure que le passage au million correspondait étrangement avec mon arrivée. Est-ce qu'il faut y avoir une coïncidence? Peut-être, voilà, mais j'en suis sûr, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Vous étiez trop modeste. C'est là que je me dis que vous avez une très grande famille quand même. C'est très bien. D'ailleurs, serrez-moi la main, je vais jouer mon euro-million de demain. Oui, d'ailleurs, j'incite pas, mais Éric Revel nous dit hors antenne qu'il y a combien demain
demain 130. Là 130 millions. Ah oui, 130 millions. Oui, voilà, deux fois. On fait par à deux en revanche. Est-ce que Cécile m'a demandé si j'avais chargé l'appli. Non, moi je préfère, je suis un boomer, je fais ça à l'ancienne. Je vais dans le bureau de tabac, machin. Excusez-moi, en parlant de tickets, là, est-ce qu'on a des nouvelles de celui qui s'était fait voler sa carte bleue? Ah oui, à Toulouse. Et à qui on avait piqué le... On avait acheté un ticket gagnant. Oui. À 500... Eh bien, je crois pas. Eh ben voilà, non, pas de on ne nouvelles, sait pas. a priori. Bon, voilà. Les 10 jours sont tombés, je crois. Je vais pouvoir y aller. Allez, vous restez avec nous puisque Félix Mathieu est avec nous, avec l'info en plus. Félix Mathieu, une évolution qui rentre en vigueur demain. Le loup ne sera plus classé strictement protégé. Et à partir de demain, le loup devient protégé, juste protégé et non plus strictement. Donc les 49 États membres de la Convention de Berne l'avaient décidé il y a environ 3 mois. Ça entre donc en vigueur demain. Et au-delà de l'adverbe strictement qui disparaît, il y a quelques conséquences concrètes forcément à ce déclassement que réclamaient les éleveurs, notamment face aux attaques de troupeaux. Alors jusqu'ici, il fallait obtenir en amont l'autorisation pour en abattre. Désormais, 200 loups par an devraient pouvoir être abattus sans cette autorisation préalable, au risque que ça n'améliore pas forcément concrètement la situation, estime Nathan Oran-Berger de l'association Humanité et Biodiversité. Ça va être finalement contre-productif, puisqu'on va pouvoir tirer des loups qui ne sont pas forcément responsables d'attaques sur les troupeaux. Et une fois qu'on aura atteint le fameux plafond qui restera en vigueur du pourcentage de loups qui peut être abattu, on se retrouvera peut-être avec des situations problématiques où on ne peut pas tirer un loup qui attaque des troupeaux parce qu'on aura déjà abattu d'autres loups sur des actions de chasse plus classiques, alors même que cela ne causait pas de problème. Nathan Oran-Berger de l'association Humanité et Biodiversité, joint par Louis de Kergorlet pour Sud Radio. Alors dans la foulée des éleveurs, la présidente de la Commission européenne s'était emparée du sujet. La concentration de meutes de loups dans certaines régions européennes est devenue un réel danger pour le bétail et potentiellement pour l'homme, avait déclaré Ursula von der Leyen. La population de loups en Europe a, selon les estimations, doublé en une décennie pour passer à un peu plus de 20 000 individus en Europe. Bon, une mesure, on l'entendait quand même, qui ne fait pas l'unanimité, notamment chez les défenseurs de l'environnement. Félix, juste strictement protégé, ça veut dire qu'on n'avait pas le droit de tirer un seul loup? Non, c'est une autorisation préalable. Très encadré, très encadré. Ça le sera un peu moins maintenant. Voilà. Il faudrait aussi penser au loup qui est un loup pour l'homme, comme disait Thomas Hobbes. Oui, exactement. Merci beaucoup, Félix. Heureusement, Gilles est là. Les loups sont entrés dans Paris. Dans Paris. Non, c'est les chars russes, là. L'un par ici, l'autre par Ivry. Alors, Serge Reggiani. C'est vrai que Jean-Marie Baudry me demandait d'organiser un concours de cris de loup pour les vrais voisins. Je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce qui a fait ça? Eric Revel. Non, comme ça. C'est lui. Mon Dieu. Madame, c'est lui. Mon Dieu. Quelqu'un peut m'appeler l'hospice? J'ai du bétail. À 88 ans, il est temps. Mon Dieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger, on parle de quoi? On parle de Liverpool. Avec Monsieur Revel. Il est mortifié. On parle de Georgia. De Georgia. Et avec vous Charles, Georgia. Oui, non, Mélanie. De Mélanie. Cyril Hanouna. Et l'ARCOM. Très bien. Et on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Je ne sais pas si on va tenir, mais on va essayer. C'est Jacques Pessis. Sud Radio. 1 million d'abonnés sur notre chaîne YouTube. C'est incroyable, mais c'est vrai car nous parlons vrai. Continuez ainsi, vous êtes la clé de notre succès. Merci. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix avec Philippe David. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, et vous? Oui, vous aviez une blague hors antenne, non? Non. C'est de la grand-mère qui n'arrive pas à faire le loup, là. Non, elle est comme jolie. Elle est mignonne. C'est la petite fille qui dit Mémé, fais le loup. Non, Mémé, fais le loup. Oh non, tu m'embêtes. Mémé, fais le loup. Oh non, pas encore. Mémé, il y a longtemps que t'as pas fait l'amour. Ouh. Elle est bien vendue. Ça, j'ai jamais vu. J'ai dû l'apprendre il y a 45 ans quand même. Je vais avoir 10 ans. Oui, mais d'habitude, vous les racontez beaucoup mieux. Non, mais j'ai fait vite parce qu'elle tombait de l'actu. Philippe Bilger en avait une. Ah non, moi je suis pas. Ah oui, mais c'est un peu géopolitique. Là. Allez-y. Elle est. Vous connaissez ma pudeur. On disait. Non, dans le micro. Oui, justement, visez bien.
pour certains, et notamment à Kinshasa, au moment suprême où nous atteignons tous le 7e ciel, on disait attention, ça va zaïr. Voilà, c'est bienvenu. Bien sûr. Beaucoup d'épouses vont entendre ça. Exactement. Mais il avait un cheveu sur la langue, Mobutu. Ah mais merci mon cher. Il a l'art d'énoncer les choses essentielles. Chers amis, allez tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Buenas tardes, amigos. Vous voulez une petite blagounette, tiens, qu'on m'a raconté ce week-end? Mais non. Qu'est-ce que c'est qu'une douche sans eau? Je sais même plus. Bah une douche. J'ai rien compris. Le tour de table de l'actualité. C'est complètement con cette blague. Voilà, ça me fait rire. Tu la comprends. Oui, c'est la seule que j'ai compris. Bref, peu importe. Philippe Bilger. On parle football avec vous. Alors, on parle foot parce que hier, c'est extraordinaire de voir comme Liverpool a mal joué, notamment en première mi-temps, et pourtant ils battent le PSG qui a très bien joué 1-0. J'ai été frappé, Liverpool, un goal exceptionnel, Mohamed Salah inexistant, des Reds qui dans la première mi-temps ont fait un nombre d'erreurs incroyables, et le talent des grandes équipes, la chance les sert, un but dans les dernières minutes, mais le PSG n'a pratiquement cadré. La statistique la plus folle, PSG 27 tirs, 10 cadrés, 0 but. Liverpool, 1 tir, 1 cadré, 1 but. Absolument. C'est une statistique, je pense que j'ai jamais vu ça. Mais j'avais entendu un auditeur ailleurs, sur une autre radio, qui avait très bien analysé Liverpool. Depuis 2 mois, l'équipe jouait moins bien. C'est vrai. Et donc, on l'a vu hier soir. Mais elle gagne. C'est vrai que la statistique, elle est folle. Oui, elle est folle. En même temps, c'est ça le foot. C'est ça le sport aussi. Il marque à la 88e minute, je crois. 86e minute, comme dit Philippe Bilger. C'est Liverpool. Moi je dis Liverpool, mais vous pouvez dire. C'est pareil. Non, l'hiver, vous dites. Vous dites l'hiver. Je dis l'hiver. Vous dites l'hiver. T'as dit l'hiver. Vous avez dit l'hiver. Vous voulez vous en prendre à moi? Non, il paraît que c'était monstrueux. La façon dont le PSG a roulé sur Liverpool. Il paraît que c'est le foot, c'est le sport. Un but annulé à la VAR pour un jeu de 2 cm. Franchement, je pense que s'il joue comme ça, il peut faire le coup de Barcelone l'an dernier. 86e, c'est dur quand même. C'est dur. Non. J'en profite pour vous dire, Gilles, vous voulez parler football? Non, vous n'aimez pas le foot. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Voilà, c'est ça. Non. Vous voyez ce que c'est? À peu près. Et j'en profite pour dire qu'à partir de 20h, Lionel Russo sera avec nous à un But Football Club. Bien entendu, j'imagine qu'ils reviendront sur ce match incroyable. Et j'ai envie de pleurer en en parlant. Allez, Eric Revel, puisque vous êtes là, Eric Revel. Oui. Voilà. Vous vouliez revenir sur Meloni, le maillon fort de l'Union européenne. Oui, je voudrais parler de Giorgia Meloni, qui est dans la leader italienne, qui est dans une situation assez paradoxale. Je rappelle quand même, parce que j'ai un peu de mémoire, qu'au début, quand elle a été nommée chef du gouvernement italien, beaucoup de médias la décrivaient comme post-mussolinienne, post-fasciste. En tout cas, infréquentable. Bon, voilà, infréquentable. D'ailleurs, Emmanuel Macron, la première entrevue, c'était dans une ombre sur une terrasse d'hôtel où il fallait pas qu'on voit le président de la République avec la post-fasciste. Bon, tout ça est parti. Maintenant, on lui fait le baise-main quand elle arrive dans les G20. Et surtout, elle a un rôle intéressant là à jouer. Alors certains diront qu'elle est sur la corde raide parce qu'elle a très bonne relation avec Trump et Musk. Et bien sûr, elle fait partie de l'Europe. L'Italie, c'est un pays très important. Donc certains diront qu'elle est sur la corde raide, tirée un peu entre les deux. Et moi, je trouve qu'au contraire, elle joue un rôle assez central dans cette Europe qui se cherche un leader. Raison pour laquelle peut-être d'ailleurs le président Macron, sentant venir le danger, est monté tel Jupiter sur le mont Olympe avec le drapeau bleu, blanc, rouge à la main pour dire « je suis le chef des armées européennes ». Donc Meloni, un coup de chapeau. Philippe Bilger, c'est vrai qu'on nous disait que... D'accord. Je la trouve assez remarquable, et Eric a totalement raison, et notamment il y a des épisodes dont on parle peu. Elle avait un otage italien qui avait été pris, elle a réglé le problème en 5 jours. Il est revenu par des tractations, des dialogues. C'est une femme assez remarquable. Oui, c'est une femme, justement remarquable, effectivement, surtout dans un monde où la politique quand même compte pas beaucoup de femmes, et je trouve que sa façon de s'être imposée comme ça, je trouve que c'est vraiment quelqu'un dont on pourrait plutôt s'inspirer, justement. Je trouve que c'est très intéressant. Gilles, puisque vous êtes là, vous voulez revenir sur les belles audiences pour Cyril Hanouna hier. Oui.
Alors on pourrait dire justement que quand il n'y en a plus, il y en a encore, puisque l'Arcom avait tenté de museler Cyril Hanouna en retirant à C8 son autorisation de diffusion. Mais le problème, c'est que l'animateur et les équipes de sa société H2O sont revenus sur les plateformes de streaming comme YouTube, Dailymotion, et ont fait une très très belle audience lundi et mardi. Ils ont fait 1,5 million lundi et 1,3 million mardi. Donc du coup, on pourrait... D'ailleurs, ça en fait le premier talk show en audience sur la tranche 18h45, 21h20. Donc on se demande ce qu'en pensent les membres de l'Arcom, précisément. Parce que si l'autorité peut se satisfaire effectivement d'avoir supprimé une chaîne qui ne proposait pas assez de programmes culturels ou de programmes inédits, avec le principal chef d'accusation, c'était quand même Cyril Hanouna. Leur décision ressemble quand même à beaucoup d'épées dans l'eau, parce qu'il faut aussi y ajouter le licenciement de nombreuses personnes, et le fait qu'ils ont privé quand même quelques 2 millions de personnes, puisque c'était l'audience à l'automne 2024, l'audience moyenne que faisait Cyril Hanouna sur C8. Donc du coup, on se demande, est-ce qu'il ne leur est pas venu à l'esprit malgré tout que Cyril Hanouna pouvait rebondir sur le web ? Et là, dans ces cas-là, que va faire l'Arcom ? Ils vont s'attaquer aux plateformes de streaming ? Non, ils n'ont pas l'autorité dessus. Ils vont faire comment ? Et alors, Cyril Hanouna arrive sur M6 à la rentrée. Alors, avec une émission visiblement qui sera un petit peu différente, avec des chroniqueurs qui ne seront pas forcément les mêmes, puisqu'il y a de nouveaux qui vont arriver, mais que va faire W9, c'est pas M6. Est-ce qu'elle va s'attaquer aussi à M6 ? Voilà, ça paraît quand même incroyable. Léger différé, donc c'est important de le dire. Oui, absolument. Donc du coup, sur ce terrain-là, on doute quand même un tout petit peu de l'utilité de l'Arcom, qui a quand même, en plus de ça, utilise un budget qui s'élève à près de 50 millions d'euros, qui est financé pour la majeure partie par l'État, c'est-à-dire par les impôts des Français. Donc voilà, une décision comme ça. Alors de plus en plus, certains pointent Emmanuel Macron sur cette fin. Je suis absolument d'accord, Gilles, avec ce que vous venez de dire. Et on pourrait dire qu'il a performé grâce à la pub, puisqu'il s'est amusé à mettre toutes les pubs. C'était assez. Mais est-ce que ça l'a pas renforcé, même aujourd'hui ? Sûrement. Bien sûr. À la limite, on en a presque fait un martyr. Et puis la fameuse phrase de Nietzsche, ce qui ne vous tue pas vous rend fort. Mais voilà, exactement. Eric Revel. Vous étiez où là ? Non, je partage toutes ces idées. Mais vous savez, le lien entre le pouvoir politique et les autorités de régulation, quelles qu'elles soient, mais c'est encore plus vrai dans les médias, parce qu'un média, c'est important pour l'opinion publique, et les hommes politiques le savent. C'est pas d'hier. Moi, j'ai quelques souvenirs cuisants au moment où on se battait avec Nonce Paulini, le patron de TF1, pour lequel j'ai une pensée puisqu'il est décédé récemment. On se battait pour le passage des LCI en gratuit. Je peux vous dire que j'ai compris devant le Conseil d'État dans lequel on a planché comment les décisions pouvaient être en fait articulées, pour pas dire manipulées, au plus haut niveau de l'État politique. À l'époque, c'était Olivier Schramek qui était président du CSA et François Hollande qui était président de la République. Voilà. Donc si vous voulez que Emmanuel Macron n'ait pas été au courant que C8 allait fermer et qu'il n'ait pas donné son autorisation. Comme dirait François Bayrou, qui a donné 6 semaines à l'Algérie pour revoir les accords, faut pas nous prendre pour des lapins de 6 semaines. Merci beaucoup Gilles Boussingault. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix. À Montpellier, le maire veut bloquer les commerces pour lutter contre le blanchiment d'argent. Alors parlons vrai. Pensez-vous que sans blanchiment, plus de trafic ? À la question du jour, lutte contre le blanchiment d'argent de la drogue, faut-il donner la main au maire pour l'ouverture des commerces ? Vous dites oui à 66%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et notre invité dans un instant, Sébastien Cotte, adjoint au maire de Montpellier à la protection de la population, de la tranquillité publique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Petite question rapide. Est-ce qu'on a trop fermé les yeux justement sur ces mécanismes de blanchiment d'argent ? On a complètement fermé les yeux et depuis 15 ans, un article du Monde l'a bien dit, nous avons perdu 15 ans dans la lutte contre le narcotrafic. Il est temps de remonter la pente rapidement. On en parle avec vous dans un instant. Soyez le bienvenu, 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix, avec 1 million d'abonnés, évidemment, Cécile de Ménibus, radieuse, comme l'a dit Eric Revel, ce qui lui a permis de remporter
sur le fil rouge, c'est qui l'est. Mais comme drôle aussi. En plus, je suis drôle. Philippe Bilger, ce phare de la pensée universelle. Moi, j'avais un adjectif rentré que je n'ai pas osé dire. Vous avez bien raison. Gardez le pour Éric Revel et Gilles Boussingault. C'est une équipe de foot autour de moi, je veux dire. Ça sent le vestiaire. Voilà, c'est sûr. Casse le jeu, Philippe, l'air de rien quand même. C'est ça. Non, mais je ne l'ai pas dit. Excusez-moi, vous voulez du bromure ou ça va bien ça? Ok. Allez, on y va. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va prendre de nouveaux dispositifs pour aller jusqu'au bout. Les opérations Place Nette qui ont été décidées fin septembre, début octobre. On en est à plus de 900 interpellations. Investir certains endroits, certains quartiers pour faire des interpellations, pour faire des opérations judiciaires. On est en train de travailler justement pour d'abord intervenir beaucoup plus rapidement. Si on se base uniquement sur le répressif, ça n'a jamais marché, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais dans aucun pays au monde. Il faut qu'on ait une approche beaucoup plus systématique. Les infractions liées au blanchiment d'argent ont augmenté de 113% entre 2023 par rapport à 2022. Michael Delafosse, le maire de Montpellier, veut pouvoir refuser des ouvertures de commerce pour lutter contre le blanchiment d'argent et de la drogue. En région parisienne aussi, des rues entières sont dédiées au blanchiment. C'est ce qu'a déploré le préfet de police de Paris. Alors parlons vrai, est-ce que le portefeuille est le point le plus sensible des trafiquants? Et à cette question, lutte contre le blanchiment d'argent et de la drogue, faut-il donner la main au maire pour l'ouverture des commerces? Vous dites oui à 66%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Sébastien Cotte est avec nous, adjoint au maire de Montpellier à la protection de la population et à la tranquillité publique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Il y a une lutte qui va être efficace contre le narcotrafic, c'est le premier point. Et d'autre part, cette ville de Montpellier, qui est pour 1000 raisons très chère à mon cœur, engage une action que je trouve très très positive. Et je vais être bref dans la mesure où j'attends avec impatience les réponses de monsieur le maire adjoint sur, par exemple, la collaboration entre la mairie et le judiciaire et surtout les manières dont la mairie pourra identifier véritablement les lieux de troubles et de transgressions possibles. Cela, ça m'intéresse. Éric Revel. Oui, moi j'ai hâte d'entendre le maire adjoint sur cette question-là parce que je pensais pas que c'était un phénomène aussi développé dans les rues de France, pas qu'à Montpellier, à Paris et ailleurs. Alors, ce qui me fait toujours un peu tiquer, c'est qu'au niveau international, vous savez, il y a un organisme qui s'appelle le GAFI, qui dépend de l'OCDE, qui lutte contre les paradis fiscaux. Donc ces grands paradis fiscaux un peu partout dans le monde, chaque pays a le sien d'ailleurs en réalité. Et là, on n'est pas capable de lutter non plus, me semble-t-il, contre l'argent des grands narcotrafiquants qui placent leur argent dans ces paradis fiscaux et qui l'utilisent après, peut-être d'ailleurs pour acheter des commerces dans les villes. Donc si vous voulez, je me dis, est-ce que le niveau local c'est la bonne échelle? C'est la question que je pose au maire. Ou est-ce qu'il faut continuer quand même, j'imagine, à lutter contre les paradis noirs, les paradis gris que sont ces paradis fiscaux? Juste un petit mot que ça représente au niveau mondial, entre 2 à 5% du PIB mondial, et ça va jusqu'à 5500 milliards de dollars américains. Voilà. Oui, alors moi je trouve que c'est une très bonne initiative aussi. Justement, moi, la question que j'aurais voulu poser à l'adjoint au maire, c'est que déjà... Est-ce qu'il il faut une autorisation préfectorale pour identifier comment ça se passe, pour identifier un commerce qui serait suspecté de blanchiment d'argent? Et après, le rachat des beaux commerciaux, ça fait quand même un trou, j'imagine, dans les finances de la commune. C'est pas nécessairement facile de racheter 50, 80 commerces qui pourraient être suspects parce que visiblement, il y en avait plusieurs centaines à Montpellier. Donc voilà comment ça se passe. Absolument, et surtout que vous voulez venir en amont. Allez, on vous écoute. Alors effectivement, donc d'abord merci de votre invitation. Non, mais c'est un vrai sujet, cette question du petit commerce et du blanchiment. On estime, c'est le chiffre d'affaires du marché de la drogue en France, on est autour de 5 à 6 milliards d'euros. Donc c'est considérable. Et vous le savez bien, un des problèmes qu'ils ont, c'est l'argent liquide. L'argent liquide, c'est compliqué parce qu'il faut le recycler, il faut le blanchir. Alors, on connaît tous le degré zéro du blanchiment. Et ça arrive à Montpellier comme ça arrive à Paris sur les Champs-Élysées. Vous envoyez quelqu'un qui va acheter des carrés Hermès en argent liquide. Il va en laisser pour 5, 10, 15 000 euros. Et ensuite, il va les revendre ou il va... voilà. Donc ça, c'est le degré zéro. Il y a le degré supérieur, le très haut niveau dont parlait Éric Revel, bien sûr, c'est le blanchiment sur les paradis fiscaux.
Et évidemment, il faut continuer. C'est les crypto-monnaies, hein, c'est tout ce genre de choses-là. Et évidemment, voilà. Mais nous, dans les villes, on constate qu'en fait, on est au milieu du spectre. C'est-à-dire, vu qu'ils ont besoin de recycler leur argent liquide, vu qu'ils ont besoin de recycler beaucoup de ces liquidités, eh bien, ils se portent acquéreurs de petits commerces, puisque, alors, on a vu fleurir à Montpellier, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, il y avait une vingtaine d'épiceries de nuit dans les années 2000, on en est à 180. Donc, la ville de Montpellier n'a pas connu une multiplication par quasiment 8 de sa population. Ça, c'est pas vrai. Et j'ai eu l'occasion de me promener avec plusieurs de vos confrères. J'ai certains quartiers où on a, sur 150 mètres de linéaire commercial, j'ai 3 épiceries nuit, 2 barbeurs et 5 tacos. Bon, moi, je veux qu'on m'explique quel est le modèle économique, si vous voulez, qui permet de faire vivre. Surtout que, comme ça a été dit, alors, je précise, vous savez que le maire n'a pas de pouvoir de police judiciaire, il n'a que des pouvoirs de police administrative. Bon. En vertu de ces pouvoirs de police administrative, on est en capacité d'aller contrôler. Donc moi, évidemment, je suis pas là pour apporter la preuve qu'il y a du narcotrafic. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'on a des commerces qui sont fermés administrativement. Parce qu'en plus, ce sont des commerces, il faut bien le dire, qui non seulement blanchissent, mais pourrissent la vie des habitants. Parce que vous avez, ce sont des va-et-vient continus, toute la nuit, 7 jours sur 7. Des voitures en double, en triple fil. Ils vendent de tout, parce qu'ils vendent aussi des cigarettes de contrebande, ils vendent de l'alcool à des mineurs, ils vendent du protoxyde d'azote. Ce sont des gens qui ne respectent rien parce qu'ils ont l'habitude de ne rien respecter. À partir de là, nous, on travaille main dans la main, avec le préfet. On fait des rapports, on fait des opérations avec la police nationale, parfois sur réquisition du procureur. On y va, on dresse et on ferme administrativement. Mais moi, j'ai quand même des épiceries. J'ai une épicerie, elle a pris 6 mois de fermeture administrative. J'ai un bar à chicha, il a pris 6 mois de fermeture administrative. Ils ont réouvert comme si de rien n'était. Quelle est l'entreprise aujourd'hui en France qui peut se passer de 6 mois d'activité tout en continuant à payer le local? Ils sont locataires, ils ont un bail. Comment ils font? Et c'est là où, évidemment, il n'appartient pas au maire d'apporter la preuve qu'il y a du blanchiment. Ça, c'est le travail de la police judiciaire. Mais on a quand même de très fortes présomptions, et ça a été bien mis en lumière par le rapport parlementaire des sénateurs Durin et Blanc, là, qui a donné lieu à la proposition de loi contre le narcotrafic. Il est évident qu'aujourd'hui, le petit commerce est devenu, dans nos villes, en région parisienne, mais aussi dans les banlieues, dans les villes comme Montpellier, mais partout. Hein. Et on est accablé d'épiceries de nuit, de bars à chicha, d'ongleries, qui n'ont aucun intérêt pour la ville, très peu de chalands, il faut bien le dire, qui pourrissent la vie des habitants. Et très peu inquiétés, visiblement. Très peu inquiétés, visiblement. Oui, très peu, parce que pour le moment, on y va avec nos outils de police administrative. Et aujourd'hui, moi, je ne suis en capacité, avec le préfet, on peut aller vers des fermetures, mais vous savez, le tribunal administratif est très sourcilleux sur la liberté du commerce. Alors, on va commencer par les fermer 15 jours. Parce que si on met 1 mois direct, c'est cassé au TA. Alors, on met 15 jours. Après, on met 2 mois. Après, on met 6 mois. Et puis, en récidive, on va remettre 6 mois. Mais ces gens-là s'en fichent. Parce qu'ils vont réouvrir. Parce qu'en fait, leur problème n'est pas de générer un chiffre d'affaires. Leur but, c'est de générer un chiffre d'affaires fictif. Donc, il n'y a aucun problème pour eux à être fermés ou à être ouverts. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est à travailler en amont. C'est à pouvoir avoir la main sur des autorisations d'ouverture pour ces commerces qui s'installent. Voilà. Pour justifier les fermetures administratives, est-ce que vous êtes obligé de le faire au cas par cas ou bien vous avez en quelque sorte une formule générale? Alors, on le fait au cas par cas parce qu'on a pris, dès 2021, avec le maire, on a pris un arrêté, plusieurs arrêtés sur les épiceries nuit pour leur imposer d'arrêter de vendre de l'alcool à des mineurs, pour les fermer à certaines, pendant les vacances scolaires, par exemple, hein, pour faire respirer un peu les riverains. Et comme ils ne respectent rien,
c'est pas compliqué d'aller voir qui ne respectent pas nos arrêtés, de leur dresser des contraventions, et ensuite on va voir le préfet, 1, 2, 3, 4, 5 contraventions, et on obtient une fermeture administrative. Mais ça, si vous voulez, c'est vraiment, c'est éreintant comme travail. Et il y avait aussi une très bonne question qui était sur le rachat des baux commerciaux. On le fait. Parfois, on le fait dans certains quartiers. Mais vous savez, c'est compliqué parce qu'il faut prouver qu'il y a une nécessité à l'intérêt général. Donc déjà, il faut qu'on ait cette démarche-là. Ensuite, il faut qu'on ait les financements. Vous l'avez très bien dit. Est-ce que c'est le rôle de l'argent public qui est financé par nos impôts de racheter des baux commerciaux d'entreprises douteuses? Enfin, très sincèrement, on marche sur la tête. Est-ce qu'on peut flécher aussi les propriétaires? Ah ben ça, c'est tout le problème. C'est que ces gens-là, ils ont des gérants de paille. Ils vont installer, et ça a été dit par les sénateurs Blanc et Durin, ils installent le beau-frère, le cousin, la cousine, le demi-frère. Tous ces gens-là, c'est les vrais donneurs d'ordre, on le sait, ne sont pas là. Ils ne sont même pas à Montpellier. Ils ne sont même pas à Montpellier. Voilà. Mais donc véritablement, nous, ce qu'on demande, c'est en amont, donner aux maires la possibilité de réguler chez eux le commerce. On le fait bien pour des pharmacies. Sébastien Cotte, des pharmacies. Est-ce qu'il y a vous travaillez avec d'autres maires justement pour appuyer cette décision? Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis membre d'un certain nombre d'associations, l'Association des maires de France, France Urbaine. Là, les propositions que je porte et que nous portons, ce sont celles notamment de France Urbaine, c'est-à-dire de cette association des grandes métropoles. Moi, je suis membre de la commission sécurité. On a des propositions très concrètes. Par exemple, organisons, je ne sais pas, des périmètres de protection. Pourquoi est-ce qu'on a le droit d'ouvrir des épiceries nuit qui vendent de l'alcool tout le temps à côté des écoles ou des établissements de soins, là où un bar de licence 3 et 4 n'a pas le droit de s'installer? C'est lunaire. C'est quand même sidérant. C'est lunaire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le bar à chicha n'existe pas dans notre législation? C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens ouvrent des bars à chicha. Je rappelle qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas le droit de fumer dans des locaux fermés. Et pourtant, le bar à chicha existe. C'est un truc incroyable, parce qu'il n'y a pas d'existence juridique. C'est fou. Donc, bon sang, donnez-nous des moyens de police administrative pour réguler ça. Je le redis, moi, je ne suis pas contre la liberté du commerce. Mais aujourd'hui, quand vous voulez installer un bar dans une ville, vous ne le faites pas librement, c'est pas vrai. Quand vous voulez installer une pharmacie, vous ne le faites pas librement non plus. Absolument. Alors pourquoi est-ce que pour des épiceries de nuit, c'est table ouverte? Moi, je suis pas d'accord. On vous a entendu, en tout cas. Merci beaucoup, Sébastien Cotte, adjoint au maire de Montpellier et à la protection de la population et de la tranquillité publique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe Bilger, merci Eric Revel. Merci Cécile, merci à notre ami Gilles Boussingault d'avoir été là aujourd'hui. Dans un instant, avec Philippe David, on va vous parler automobile, puisque les vraies voies qui font rouler la France. Et encore un nouveau constructeur chinois, XPeng, marque premium qui fait des véhicules avec intelligence artificielle. Et on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On sera ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h.